Des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Je dis bien pour les parents défaillants. Quand des parents ont encouragé les enfants à commettre des actes qui sont illégaux dans le cadre des manifs, je trouve que c'est normal que les enfants réparent et que les parents réparent aussi avec eux, avec des travaux d'intérêt général. On crée une distance de plus en plus grande et on rajoute une forme de double peine à des gens qu'il faudrait accompagner. Je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2024. Alors, les fêtes se sont bien passées? On s'est bien reposé? On est prêt pour une nouvelle année tout en saveur? Saveur de oui. Ah c'est clair qu'un budget en 49.3, une loi immigration qui divise autant qu'elle dégoûte, ça donne un certain fumet à la France tout ça, hein. Je ne vis pas de regrets, moi. Il faut des avancées pour ce pays. Nos concitoyens nous demandent la fermeté, nous ne pouvons refuser. Ah non, mais déjà que ces vœux, là... Pourtant, je suis convaincu, et ça n'est pas un faux optimisme, que dans ce contexte de crise peut naître le meilleur. Et puis, il y a Dupond-Moretti aussi. On ne le tient plus. Déjà que ses copains de la CJR l'ont blanchi, indéboulonnable avant l'affaire, pas de risque qu'il bouge maintenant. C'est donc le bon moment pour regarder d'un peu plus près ce qu'il fait, notre garde des Sceaux, et à quoi il sert. Il n'est pas là pour garder les sceaux de ses petits copains du Conseil des sinistres pour qu'ils puissent faire leur petit pâté. Non, garde des Sceaux, ça vient du fait que c'était lui qui garde le grand sceau de France. Avant, c'était très important, ça permettait d'authentifier les documents comme les traités ou les constitutions pour s'assurer que leur contenu imprimé était bien celui qui avait été négocié et que les imprimeurs n'avaient pas changé des trucs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus symbolique. Et si vous voulez apprendre plein d'autres choses que vous ne trouvez pas ailleurs, je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne de Blast et d'activer la cloche. Comme on a eu déjà l'occasion de le voir, les pouvoirs des ministres consistent essentiellement en deux facettes. Proposer une politique à la France dans son domaine et gérer son département ministériel, c'est-à-dire ses fonctionnaires. Avec la télé, on pense bien souvent au crime et à la politique pénale. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la politique de l'état civil, par exemple. Le ministre de la Justice est chargé de proposer à la France une politique en matière de filiation ou d'adoption. Dans cet épisode du Peuple a ses raisons, nous allons nous concentrer sur le rôle normatif du ministre de la Justice. On va voir ce que le ministre fait en matière de politique civile, mais aussi, comme on l'a vu, sur la politique pénale de notre pays. C'est lui qui décide quand on tape ou quand on tape pas? Laissons un instant la politique pénale de côté et concentrons-nous sur les affaires civiles du ministère de la Justice. Elles consistent essentiellement dans la gestion civile, l'état des personnes avec l'état civil, mais aussi le droit des contrats, celui de la responsabilité civile, etc. En bref, le code civil. Comme on le nomme si souvent, code Napoléon, parce que Bonaparte l'a exporté un peu partout en Europe. Exporté ou imposé? Ce code dont on entend beaucoup parler, c'est un peu notre constitution civile. C'est elle qui donne les grands concepts qui organisent notre vie quotidienne et qu'on va retrouver partout, même si on ne les voit pas comme ça. Par exemple, vous achetez une baguette de pain, en réalité, vous passez un contrat de vente informel. Notre code civil est cette sédimentation d'années successives des travaux législatifs des différents ministres de la Justice qui, progressivement, adaptent les grandes règles sociales aux évolutions. C'est à ces ministres que l'on doit la création du divorce par consentement mutuel ou encore l'alignement des héritages de tous les enfants sur les mêmes règles, qu'ils soient les enfants légitimes, naturels ou illégitimes. Les grandes reconnaissances sociétales passent souvent par le ministère de la Justice, comme le mariage pour tous par exemple. Le droit civil, et par extension la charge du ministre de la Justice, a une importance cruciale. En effet, c'est notre droit civil qui va donner à l'enfant naturel ou illégitime sa perception sociale. Si la société lui dit qu'il vaut moins que les autres, l'enfant ne grandira pas dans le même univers, n'aura pas les mêmes valeurs ou la même estime de lui que si la société affirme que tous les enfants d'une même personne ont les mêmes droits. Cet alignement des régimes successoraux a beaucoup œuvré pour l'égalité en France et a été une bataille intense des juristes progressistes pour que le droit protège les enfants qui, eux, n'y peuvent jamais rien aux décisions que leurs parents prennent. C'est aussi pour ça qu'on a créé un juge aux affaires familiales et un juge pour enfants, qui sont tous les deux chargés de faire en sorte que la société prenne les décisions les moins mauvaises pour les enfants quand les parents ne sont pas à la hauteur. Malgré les faiblesses du système, les juges pour enfants et aux affaires familiales cherchent malgré tout à poursuivre l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Les juges doivent régler les questions qui leur sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des mineurs. Oui, en gros, si les parents foirent, c'est pas aux enfants de payer les pots cassés, encore heureux. Mais récemment, la Macronie, soutenue par la droite et l'extrême droite, voudrait renverser fondamentalement cet équilibre que les forces progressistes ont eu tant de mal à incorporer dans notre droit. À la suite du meurtre policier de Naël, les territoires oubliés par la République ont rappelé qu'ils existaient, avec les conséquences qu'une colère longtemps muette peut avoir. Il y a eu des dégradations. Pour ajouter encore au mépris structurel, les forces politiques réactionnaires veulent sanctionner les parents défaillants.
La Macronie, Aurore Berger et Éric Dupond-Moretti en tête, veulent punir les parents dont les enfants auront été pénalement condamnés parce qu'ils n'assureraient pas une bonne éducation citoyenne de leurs enfants. Des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Je dis bien pour les parents défaillants. Ceux qui n'assurent pas leur responsabilité de sécurité, de moralité, d'éducation de leurs enfants, ne vous en déplaise. Si nous ne réprimons pas la délinquance comme il faut, comment pouvons-nous aller de l'avant ? Il n'y a pas d'autre solution, les parents défaillants, travaux d'intérêt général. Quand des parents ont encouragé les enfants à commettre des actes qui sont illégaux dans le cadre des manifs, je trouve que c'est normal que les enfants réparent et que les parents réparent aussi avec eux, avec des travaux d'intérêt général. Parce que les exploités du système capitaliste qui font les jobs dont personne ne veut, aux horaires infernaux à 1h30 de transport pour des clopinettes, ils n'ont que ça à faire de leur week-end. Ce renversement dans la politique pénale des enfants est une catastrophe. Depuis des années, l'objectif pénal pour les enfants évolue vers la pédagogie et s'éloigne de la répression. Taper sur des enfants pour qu'ils comprennent, ça n'a jamais marché. Et les enfants n'ont jamais compris. Parce que la contrainte répressive brute et bête, ça ne marche pas. Alors, on a tenté de nouvelles méthodes centrées sur la réinsertion éducative de l'enfant dans le milieu social. L'objectif, c'est qu'ils deviennent des adultes capables et volontaires, aptes à s'insérer harmonieusement dans le tissu social. Cette philosophie de l'éducation n'est pas nouvelle en France. Déjà, pendant la Révolution, Condorcet publie ses 5 mémoires pour l'instruction publique. Pour la première fois, un auteur estime que l'école doit jouer un rôle central dans la socialisation des enfants en République. Pour le révolutionnaire, elle doit former l'enfant à devenir un citoyen libre et autonome. Elle doit être pensée pour pallier les inégalités sociales et permettre à tous de s'épanouir dans la société. Cet objectif est renversé dans la pénalisation des parents défaillants. Elle réintroduit dans le rapport éducatif la crainte et la souffrance. C'est pour ça que les membres de la commission parentalité d'Aurore Berger ont pris leur distance avec la ministre. Cette réforme ne pourra avoir que des effets aggravants, soit entre parents et enfants, soit entre l'enfant et l'État. D'un côté, elle aggravera la rupture du lien entre parents et enfants. Si les parents se font les relais de la répression de l'État, ils seront perçus comme soumis au système, engendrant encore plus d'incompréhension et de méfiance, là où il faut rétablir la confiance et la sécurité. De l'autre, si les parents subissent cette répression, les enfants la percevront comme une immense injustice du système qui punit leurs parents innocents. Ça ne pourra que nourrir encore la méfiance de nos concitoyens contre l'État. S'ils n'interagissent avec lui que parce qu'il les punit, c'est normal qu'ils ne lui fassent pas confiance. On n'éduque pas les gens à la justice en leur imposant l'injustice. Je pense qu'on crée une distance de plus en plus grande et on rajoute une forme de double peine à des gens qu'il faudrait accompagner. Et ça revient sur ce qu'on disait au début, sur la place des services publics, sur dans quelle mesure tout ce qui fait l'État républicain, c'est quand même affaissé. C'est pas mai 68, c'est quand même plus le libéralisme ces 40 dernières années, en tout cas. La paupérisation de tout ce que sont les leviers de l'État pour faire sens et faire commun. Le libéralisme de 50 dernières années, de gauche comme de droite, a fait des dégâts qu'on paye dans quasiment tous les domaines de la société. Le ministère de la Justice, que ce soit dans son volet civil ou, comme on vient de le voir, dans son volet pénal, est un ministère éminemment politique. Le droit innerve nos sociétés. Il façonne nos expériences quotidiennes et forme nos valeurs et référentiels moraux. La répression est évidemment un outil social important, mais c'est aussi un outil dangereux, souvent incontrôlé et mal compris. Les effets pervers de la sanction pénale sont souvent oubliés. Par exemple, Louis XIV a voulu lutter plus efficacement contre les bandits de grand chemin et a très fortement durci les peines pour les brigands avec son ordonnance de 1670. Avec ce texte, le simple fait d'avoir été reconnu coupable de brigandage vous condamnait à la mort. Résultat des courses, comme pénalement que vous ayez tué les voyageurs ou pas ne faisait plus de différence pour votre peine, la loi pénale vous encourageait à les tuer. Pas de témoins, pas de procès. Le brigandage simple a baissé, mais les meurtres ont beaucoup augmenté. Outre les effets pervers de la répression, la punition est un outil dangereux parce qu'elle légitime la violence sociale. Et c'est en partie pour ça qu'on a aboli la peine de mort. Que dire d'un pays qui dit que tuer c'est mal, mais le fait lui-même? Si l'État est aussi violent que nous, c'est qu'au fond, la violence n'est pas si mauvaise que ça, sinon l'État ne le ferait pas. Mais en plus, la justice ne peut être administrée que par des hommes. Elle est éminemment faillible. Elle se trompe souvent. L'iniquité de la violence d'État prend alors son visage le plus insupportable quand elle s'applique sur l'innocent. On voit que derrière la justice, c'est rapidement l'État tout entier qu'on distingue, aussi magnifique que monstrueux, avec ses forces incroyables et ses faiblesses si humaines. Les jolis mots de la justice trahissent le vrai visage de l'État et de ce qu'il représente, la contrainte sociale. C'est la violence comme système d'organisation sociale. Sans la menace de la punition, il est difficile de faire en sorte que les humains se comportent d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Il n'est évidemment pas question de supprimer la contrainte pénale. Ne pas punir le meurtrier, ne pas punir le violeur n'est évidemment pas une option.
Les victimes ont un droit fondamental à être reconnues en tant que telles, à voir leur place protégée et garantie par la société. Toute la complexité réside dans l'équilibre à trouver. La réponse progressiste ne pourra se faire qu'à travers la délibération démocratique et les élections. La réponse réactionnaire, elle, on la connaît tous. C'est la même depuis toujours. Pour lutter contre le discours réactionnaire dominant, soutenez Blast. Partagez, likez et surtout, abonnez-vous à la chaîne de Blast. Allez, je vous laisse avec une citation inspirante du genre ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté, ni la sécurité. Benjamin Franklin. Alors à nous de faire, ensemble. À nous de choisir plutôt que de subir, à nous de tracer la route plutôt que de suivre.